Claude Obadia, bonjour. Vous êtes Bonjour. professeur de philosophie et de culture générale en classe préparatoire et dans le secondaire. Vous allez nous parler aujourd'hui des 5 pièges à éviter à la veille de l'épreuve de culture générale. Alors dites-nous quels sont ces pièges. Eh bien écoutez, moi je pense qu'il y a un premier piège à éviter qui consisterait à imaginer que les correcteurs de l'épreuve de culture générale se contenteront d'un exposé de connaissances. Ce n'est pas le cas. Ils vont valoriser, au contraire, des copies réfléchies qui parviennent à construire un problème à partir de l'analyse de l'énoncé, et donc des copies qui parviennent à élaborer une véritable réflexion, à la fois claire, précise, centrée sur le problème du sujet. Ils apprécieront donc évidemment le travail fourni pendant l'année et dont témoigne la copie, mais encore une fois, en refusant de valoriser les copies qu'on pourrait appeler des copies catalogues. D'accord. Le deuxième piège qui serait donc à éviter? Alors le deuxième piège, toujours d'ordre méthodologique, c'est celui qui consiste à imaginer qu'il existe des plans types. Donc que le plan de la dissertation est indépendant de son contenu, comme si sa forme pouvait s'affranchir de sa matière. Que les choses soient claires ici, c'est l'approfondissement même du contenu de la réflexion qui seul peut déterminer le plan de la dissertation. Ce plan est donc immanent au développement de l'analyse. Et il n'est donc nullement quelque chose qui pourrait s'adapter formellement et extérieurement au contenu de la réflexion. Un plan, est-ce que c'est quelque chose qui se décide avant de commencer à rédiger ou finalement après un temps de réflexion qui suit la découverte du sujet? Alors je crois, comme je voulais le suggérer, que le plan ne se décrète ni ne se décide a priori, et qu'il est, au fond, ce qui clôt l'exercice même de la définition de la matière de la réflexion et de la pensée. Ce n'est donc qu'en creusant l'analyse du sujet, ce n'est donc qu'en approfondissant la réflexion que, dans la meilleure des hypothèses, faut-il le rappeler, le candidat pourra organiser sa pensée et l'inscrire dans le cadre d'un plan centré autour du problème du sujet. Un troisième piège à éviter? Ce troisième piège consiste à imaginer qu'il y a des références obligées. Au contraire, il faut comprendre que les candidats sont invités à mobiliser, outre leur qualité de réflexion, la culture la plus diversifiée et idéalement la moins soporifique, donc la moins rebattue. N'hésitez donc pas à sortir parfois des sentiers battus, des références doctrinales dites incontournables pour surprendre le correcteur, non par l'excentricité de votre démarche et de votre culture, mais par son originalité pertinente. Donc on n'arrive pas avec un catalogue de citations à intégrer dans sa copie. Non, on n'arrive pas avec un catalogue de citations à intégrer dans sa copie, et on n'arrive pas forcément, uniquement ou prioritairement avec les références que la majorité des candidats travailleront ou auront travaillé pendant l'année. Je crois que la qualité du travail personnel du candidat pourrait consister aussi en marge ou bien en s'appuyant sur le cours de son professeur à développer une culture personnelle et originale qu'il pourra mobiliser dans le cadre de l'épreuve de dissertation de culture générale. D'accord. On en est au quatrième piège à éviter. Alors ce quatrième piège, il touche la notion de nature, cette fois-ci plus précisément. En effet, quand on parle de la nature de l'homme, on ne parle pas de la nature objective, mais de ce dont on parle lorsque, avec Descartes, on parle de la nature d'une horloge. Dans la 6e méditation métaphysique, Descartes précise que si l'on peut dire de l'horloge qui ne donne pas l'heure juste, que, je cite, « regardant à l'usage que lui a donné l'horloger, elle se détourne de sa nature lorsqu'elle ne marque pas bien les heures, cette façon d'expliquer la nature est beaucoup différente de l'autre. » Fin de citation. Que veut dire Descartes? Sans doute qu'il faut distinguer deux sens du mot nature. La nature de l'horloge, ou même la nature de l'homme, c'est l'idée que nous en avons. C'est la représentation d'un type idéal. On tient là le sens subjectif de la notion. Comme l'écrit encore Descartes, quand je parle de la nature de l'horloge, je parle, je cite, d'une simple dénomination, laquelle dépend entièrement de ma pensée. Fin de citation. Or, la nature se dit en un autre sens.
La nature, c'est l'étendue. La nature, c'est le monde physique. La nature, c'est la matière. Sachez donc, écrit encore Descartes dans le traité du monde, que par la nature, je n'entends point quelque déesse ou quelque autre puissance imaginaire. Je me sers de ce mot pour signifier la matière même. Fin de citation. Un dernier piège que les candidats devraient éviter? Le dernier piège à éviter, et peut-être le premier aussi à éviter, c'est celui qui consiste à ne pas confondre la nature, entendue comme ensemble de tout ce que Dieu a créé, et si l'on écarte l'idée de création de tout ce qui existe, et la nature entendue comme principe fondamental de tout jugement normatif, ce que l'on veut dire lorsque, par exemple, on parle des lois de la nature, ou bien encore lorsqu'on parle du droit naturel. Parce que lorsqu'on parle ainsi des lois de la nature, on désigne les règles idéales, les règles parfaites, dont les morales ou les législations humaines sont une imitation imparfaite. Merci Claude Obadia. Merci à vous.